Nous allons maintenant passer, vous l'avez accepté, merci, à la séance questions-réponses avec des étudiants. Très bien. Des doctorants, en fait, mais un doctorant, c'est un étudiant, des doctorants de nos universités qui ont souhaité échanger avec vous, leurs préoccupations, leurs questionnements. J'ai le plaisir de les accueillir sur scène. D'abord, Déborah Derat, vous étudiez la distribution des propriétés structurales, hydrodynamiques et géopédochimiques du sol appliquées à un versant forestier. En termes simples, c'est donc essayer de modéliser l'hydrologie, je veux dire, d'un versant forestier, en prenant en compte aussi bien les aspects géologiques, pédologiques et chimiques du sol. Avant de poser la question, je voudrais juste faire une petite introduction. Donc, je ne suis pas scientifique, comme vous savez, j'essaye d'apprendre un peu de science. Mais regardez, quand vous expliquez, vous devez maîtriser, pour mener à bien votre recherche, au moins 3 ou 4 ou 5 domaines de la science. C'est-à-dire que s'il y a un domaine dans lequel une culture générale scientifique est nécessaire, c'est bien le vôtre. Et donc c'est ça qui m'a passionné dans l'eau, c'est que c'est comme l'eau c'est le lien, l'eau est au sens étymologique religieuse, donc vous êtes obligé d'avoir une sorte de transversalité de l'approche. Et donc déjà je suis passionné par vous. Merci. Voilà. Il y a un autre doctorant, également doctorant à l'Université de Liège, faculté de Jean Blou, agrobiotech. C'est Bruno Cafando, il est là, voilà, merci de nous avoir rejoints. On peut aussi vous applaudir. Vous étudiez avec beaucoup de ténacité les propriétés hydrodynamiques des sols en vue de la maîtrise de l'eau et de l'azote dans les parcelles irriguées de riz, de Bagré, et Bagré c'est au Burkina Faso. Alors, Déborah Derat, peut-être votre première question, votre seule question, mais je vous en prie, hein, allez-y, vous avez Eric Orsena à côté de vous, donc ne vous privez pas. Voilà, bonsoir Monsieur Orsena. Et bonsoir Déborah, J'aimerais vous remercier pour ce discours qui était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et donc je vais commencer directement en vous posant ma question, qui donc est en considérant donc les consommations énergétiques importantes et les impacts environnementaux des techniques de dessalement, oui, c'est bien ça. En considérant également donc, les modifications des cycles hydrologiques induits par les grands barrages, par exemple en Chine, et leurs impacts sur les populations locales. Premièrement, pensez-vous que l'on peut tout faire pour subvenir aux besoins en eau des habitants du monde? Et secondement, quelle gestion de l'eau recommandez-vous? À quelle échelle spatiale et par quels acteurs? C'est tranquille. Monsieur le maire, si vous pouvez me prêter ou louer un bon prix à un studio, je reste 15 jours. Ah, d'abord, je serais ravi, et puis voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 grandes techniques que vous avez évoquées. Il y a la technique des barrages et la technique du dessalement. Si on prend la question des barrages, plus de la moitié des barrages sur Terre sont en Chine. Pourquoi ? Parce que si vous tracez une ligne au nord de Shanghai, horizontale, parallèle à l'équateur, jusqu'au Tibet, il y a la moitié de la population au nord de cette ligne et l'autre moitié de la population qui est au sud de cette ligne. Or, l'eau est au sud. Donc, on est obligé de faire des tas de choses, notamment des canaux qui font nord-sud, enfin sud-nord, qui remontent, du Yangtze jusque ça remonte, pour apporter de l'eau. Par exemple, Pékin a très très peu d'eau, et aussi des barrages. Et j'avais rencontré le responsable des eaux de Chine, il me disait, vous êtes contre les barrages, mais est-ce que j'ai le choix? Parce que nous devons nous développer, nous sommes 1 300 000 habitants. Comment je fais? Je n'ai pas le droit à l'industrie nucléaire parce que c'est dangereux, je n'ai pas le droit au charbon parce que l'effet de serre, et je n'ai pas le droit au barrage parce que c'est mauvais pour l'environnement. Alors, c'est vrai qu'il y a des agressions pour l'environnement, mais je vous rappelle quand même que jusqu'à une date assez récente, les inondations en Chine entraînaient de 3 à 7 000 morts chaque année, avec des violentes inondations. Donc, c'était des agressions moindres pour l'environnement, mais évidemment pour les populations. Donc, vous voyez, le barrage est assez nécessaire, et même, regardez la question qui se pose dans d'autres pays.
Si vous avez l'éolien et le solaire, le problème c'est d'avoir, tant qu'on n'aura pas des systèmes très au point de stockage de l'énergie, d'avoir des relais entre les moments où il n'y a pas de soleil, où il y a du soleil, et les moments où il n'y a pas de vent. Donc pour avoir une production régulière. Donc il faut des bassins de rétention, donc il faut plus de barrages. Tout ça pour vous dire que même à l'échelle de la Chine, une conception de la politique du barrage, pour moi, n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut réduire l'espace, et ça je reviens à la dernière partie de la première branche de la question, c'est-à-dire trouver l'espace pertinent de production, pertinent pour des raisons économiques, pertinent pour faire des économies dans la distribution, et surtout pertinent parce que tel bassin du fleuve Jaune n'est pas le bassin du Yangtze, et que le sud de la Chine n'est pas même la partie centrale de la Chine. Voyez ? Et il y a une question qui est posée en France. Il y a une agence de bassin Loire-Bretagne. Et mes copains bretons disent, nous, on n'a pas une goutte d'eau qui vient de la Loire. Et nous avons un régime hydrologique chez nous qui n'a rien à voir, puisque nous n'avons pas de nappe phréatique, parce que nous avons une assez mince couche de terre arable sur un socle granitique. Donc tout ce qui tombe dans la terre ruisselle dans les rivières côtières, et c'est ça qui cause en grande partie les algues vertes. Donc tout ça pour vous dire que la géographie est absolument clé, et qu'une politique de l'eau dans un pays aussi vaste que la Chine, c'est une somme de réponses régionales plus qu'une politique globale. Voilà ce que je voulais vous dire pour la première partie. La deuxième partie, sur le dessalement, ça pose des tas de questions. Ça pose des tas de questions pour le sel, pour la modification des courants, pour etc., etc., et pour le courant d'énergie. Parce que, comme vous savez, pour faire passer l'eau de mer dans les membranes, il faut une pression de 75 à 85 bars, donc ça demande énormément d'énergie. Sauf qu'il y a des régions du monde qui ont de l'énergie peu chère et qui n'ont pas d'autres moyens. Donc, comme on a une obligation de résultat avec l'eau, ça peut entrer dans, je dirais, le policy mix de l'eau. Et je prends l'exemple de la ville d'Alger. Alger, c'est très intéressant parce que c'est une ville où, jusqu'à une date assez récente, d'il y a 4 ans, il y avait des coupures d'eau sans arrêt. Alger, il fait très chaud à partir du mois de mai. Imaginez. Et quand vous avez un mariage ou la fête de fin du ramadan et tout ça, donc vous avez beaucoup besoin d'eau. Beaucoup besoin d'eau. Et les fontainiers, évidemment, prenaient en otage les populations. Donc les autorités d'Alger ont décidé de tout mettre en œuvre, c'est-à-dire en réhabilitant enfin les réseaux. Donc ils ont diminué de 75% les fuites jusqu'à 45%, premièrement, donc économie dans la circulation de l'eau. Ils ont curé les barrages, ils ont essayé de pomper aussi les nappes qui sont renouvelées relativement vite, et puis ils ont fait du dessalement. Donc, ce qui se passe avec l'eau, c'est qu'on a une vraie obligation de résultat. C'est-à-dire, le manque d'eau agresse les populations de façon incomparable par rapport à toutes les autres agressions. Donc, il faut trouver une solution. Et donc, ce qui est valable pour Alger, parce qu'il y avait des courants assez forts le long, n'est pas valable dans d'autres endroits de la Méditerranée, parce qu'il y a moins de courants et le sel s'accumulait. Vous voyez ? D'accord. Donc toute technique est acceptable. Toute technique, en tenant compte oui, de la... et ce que je veux dire, toute technique a son inconvénient. Il faut mesurer les inconvénients. Il n'y a pas de technique sans effets qui peuvent être considérés comme indésirables. Mais on mesure, et à partir de là, étant donné que, pour moi, et c'est la conviction de beaucoup de gens, le plus insupportable, c'est le manque d'eau et d'assainissement, ajouter toujours assainissement, à ce moment-là, on choisit le mix le moins agressif possible et qui rend le meilleur service pour les populations. Donc, on peut être accusé de scandaleux pragmatique en ayant ce genre de position, mais je pense vraiment que c'est la position qui est la plus respectueuse pour les populations. Voilà. Merci. Et pour la deuxième partie de la question, qui était donc dessalement, c'est quelle pas mal. gestion de l'eau recommandez-vous?
À quelle échelle spatiale, donc quelle échelle Eh bien, spatiale? il me semble avoir répondu dans la première partie de ma réponse. Oui, non, je voulais parler aussi de l'échelle spatiale. Mais alors, en l'échelle tenant spatiale, compte- c'est ça. C'est ça l'échelle spatiale. C'est-à-dire que, on prend l'exemple de la Belgique. Une politique de l'eau globale pour la Belgique, pour moi, n'a pas de sens. En partant plutôt sur l'échelle du bassin versant C'est ou plutôt sur c'est l'échelle le bassin. ou sur C'est le bassin. l'aquifère? C'est le bassin. Le bassin Pour versant, moi- pas l'aquifère. Pour moi, c'est bassin. On Ok. peut regarder, mais pour moi, c'est le bassin. Alors, ça dépend des endroits, ça dépend de la qualité des sols. Ce qui est intéressant avec vos études, c'est que vous allez avoir à la fois l'hydrologie et la qualité des sols. Et c'est ce que vous allez avoir comme compétence aussi. D'accord. Parce que, évidemment, ça n'a rien à voir. Pourquoi je vous citais l'exemple de la Bretagne, c'est que la Beauce, vous savez, cette grande partie du cœur de la France très céréalière, on ne voit pas la pollution. Pourquoi? Parce qu'il y a des nappes phréatiques assez profondes, et donc toutes les saloperies qui descendent dans la terre s'y retrouvent, mais on ne les voit pas. Alors que chez nous, en Bretagne, on les voit. Et donc vous recommanderiez une gestion donc plutôt internationale, enfin, je veux dire, plusieurs pays conjointement, selon le bassin versant. Attendez, selon le bassin versant, si vous pouvez vous entendre. Je vais prendre un exemple. Si un bassin versant et que c'est international, c'est quand même le plus pertinent. Parce que si vous avez une action en aval et rien en amont, c'est nul. Si vous êtes uniquement en amont et puis que... Alors, on ne vous entend plus, donc je vais Ben à nouveau non. vous prêter mon micro. Non, mais Mais je suis très gêné. Non, il va plus fonctionner. Voilà. Non, mais le pôle de compétitivité électronique, il est où? Parce qu'il faudrait un C'est pont, vrai, c'est peut-être. vrai. Oh, ça me rappelle un truc qui était quand même formidable. J'étais conseiller de François Mitterrand, c'était en 1982. Et on avait fait un grand rapport avec Jacques Attali sur croissance, technologie, emploi. Et donc on arrive à Versailles et on présente ce rapport de haute technologie montrant que la technologie allait créer des centaines de millions d'emplois. Donc on rapporte ça, très bien, c'était l'Orangerie à Versailles, pour ceux qui connaissent. Et c'était en juin, il faisait chaud, etc. Et on présente ça. Et il y a un journaliste américain qui lève la main et dit « Peut-être que dans le prochain rapport français sur la haute technologie, vous n'oublierez pas la climatisation. » Donc voilà, alors, vous prenez l'exemple du Nil. 75% des eaux du Nil viennent de l'Éthiopie, puisque c'est le Nil bleu. Et le pouvoir était en aval auprès des colonisateurs anglais de l'Égypte, qui interdisaient aux Éthiopiens de prendre plus. Donc là, la gestion internationale est très difficile. Parce que si l'Éthiopie, qui va bientôt avoir 150 millions d'habitants, prend plus de son eau, imaginez ce qui va se passer en Égypte, et notamment aux 25 millions d'habitants qui habitent maintenant le Caire. Et c'est ce que je disais précédemment dans mon petit propos sur le Gange et le Brahmapoutre. Imaginez que déjà se multiplient les barrages et les barrages d'irrigation, donc de dérivation, juste à la tombée du Tibet, sur la partie du Brahmapoutre qui est juste donc à la descente du Tibet en Chine et qui est en Assam, c'est-à-dire dans l'extrême nord-est de l'Inde. Donc qu'est-ce qui va rester dans le Brahmapoutre pour justement résister à l'eau salée qui vient du Bengale? Donc vous voyez, le bassin versant, ça serait l'idéal, parce qu'autrement, on ne gère que les conséquences et jamais les causes. Donc vous avez vraiment un des secteurs les plus intéressants et les plus utiles qui soient. On va peut-être donner la parole à Bruno Cafando pour ça. Mademoiselle de Radt, merci beaucoup. Bruno Cafando, une question qui a à la fois une dimension économique, mais aussi sociale et spirituelle, si j'ose dire. Monsieur Orsena, au cours de vos voyages, vous avez mis à nu les différents enjeux de l'eau sur notre planète et les différents rapports de l'homme avec l'or bleu. Si tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que l'eau a aussi bien fertilisé les sols que les esprits, il n'en reste pas moins que dans le tiers-monde, sa dimension économique et sa dimension socio-culturelle s'opposent. Comment avez-vous perçu cette contradiction dans les différentes sociétés du tiers-monde? Comment la résoudre? Autrement dit,
L'eau peut-elle être à la fois un facteur de développement économique et un patrimoine social et spirituel? Alors, question drôlement importante. Hein. Non, mais merci beaucoup pour cette question. C'est évidemment une question clé, et encore une fois, on ne peut pas répondre de façon générale. C'est-à-dire que moi, les gens me disent l'Afrique, c'est ça. Il y a 50 Afriques qui n'ont absolument rien à voir. Je connais bien, par exemple, la République démocratique du Congo. Rares sont les pays dans le monde qui ont autant d'eau, autant de soleil et autant de bonnes terres. Donc avec une gouvernance normale, ce pays devrait être, je ne parle pas des questions minières, ne serait-ce que dans le domaine de l'agriculture, devrait être un des pays les plus riches du monde. Les raisons, vous les connaissez, on fera un prochain colloque, comme vous voulez, et on parlera de cette question de ce pays qui me passionne, que je connais depuis l'Atlantique jusqu'au Kivu. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, quand vous allez dans le Sahel, et au Burkina, que je connais bien, le Burkina, le Niger, le Mali, toutes ces questions-là, ça c'est complètement différent. Tant que vous aviez un habitat dispersé, le lieu clé était le puits, où on se retrouvait, et la palabre, ce n'était pas sous le calicédra ou sous le fromager, sous le banan, etc., c'était autour du puits, et notamment pour les femmes. Donc, le positif, c'était qu'on discutait autour de l'eau. Le négatif, c'était que ça prenait tellement de temps pour aller chercher l'eau que les enfants n'étaient pas éduqués. Donc là, on est au cœur de cette affaire. C'est-à-dire que tout projet d'adduction d'eau réussi entraîne mécaniquement un accroissement de l'alphabétisation. Donc ça, c'est absolument clé. Donc ça, ce sont, je dirais, le premier temps, c'est-à-dire d'un habitat encore dispersé. Mais tout change quand vous êtes évidemment dans un habitat urbanisé, ce qui est quand même le cas de plus en plus en Afrique. Et comme partout dans le monde, vous avez des métropoles gigantesques. J'ai connu Dakar il y a 25 ans, il y avait peu d'habitants. Maintenant, c'est 3-4 millions d'habitants. J'étais à Bamako il n'y a pas longtemps, c'est déjà 2 800 000 habitants, et ça sera dans 10 ans 6 millions d'habitants. Donc la question là, sociale, religieuse, va se poser, aussi avec l'évolution du fleuve Niger. Est-ce qu'il ne va pas continuer à s'ensabler? Comment est-ce qu'on va faire? Comment on prélève, etc. Donc là, c'est complètement différent. Là, on est obligé de passer à des gestions industrielles, premièrement. Et deuxièmement, un autre aspect qui m'a énormément intéressé, c'est que dans mon livre, ma première conclusion, dans la version avant le poche, je disais, je suis favorable à, disons, 25 litres par jour par famille gratuit. Et puis, il y a une progression progressive de la tarification. Et j'ai reçu des très nombreuses lettres des ONG me disant non, il faut commencer à faire payer très très peu, mais dès le début. Pourquoi? Parce que commencer à faire payer l'eau, c'est le début d'une reconnaissance de propriété du logement. C'est aussi la dignité, et c'est aussi, encore une fois, la reconnaissance au double sens de juridique, mais aussi on vous distingue, on vous reconnaît, on vous respecte. Et dans beaucoup d'endroits, et notamment en Amérique latine, certaines municipalités totalement corrompues étaient justement pour la gratuité. Parce que le moment venu, ils pouvaient virer tout le monde qui n'avait aucun titre à présenter, aucune sorte d'appartenance, et ils pouvaient faire le programme immobilier qu'ils voulaient. Donc vous voyez, l'eau, c'est vraiment au cœur de nos sociétés. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de reflet, de miroir plus intelligent de nos sociétés et plus complexe, parce que ça aborde des questions techniques, hydrologiques, chimiques, etc., mais aussi sociales et religieuses que l'eau. Et donc, dites, regardez l'eau et je vous dirai à quelle société vous appartenez. Alors, pour la dimension religieuse, c'est évidemment tout à fait clé, parce que c'est la pureté, mais c'est d'abord la Genèse. C'est-à-dire, tous les textes religieux font naître la vie en correspondance avec les données scientifiques que nous connaissons, par justement l'eau. Nous venons de l'eau, toujours.
Et d'ailleurs, quand vous avez différents textes religieux, notamment les textes des Dogons, c'est l'eau et la parole. Et il y a un lien très étroit entre le flux de la parole, de la palabre, et l'eau. Et on est de ça. Et vous savez que chez les Dogons, par exemple, les dents sont comme les peignes des métiers à tisser. Donc la parole tisse de la même manière que quand vous fabriquez du textile. Et l'eau, c'est la même manière. Donc c'est l'eau qui tisse les liens entre les cellules dans notre corps, mais aussi les cellules sociales. Donc on peut faire des analyses de l'eau assez techniques, scientifiques, hydrologiques, pédologiques, etc., mais aussi avec autant de pertinence dans le domaine des sociétés et du religieux. Et si dans les projets que je connais bien dans les secteurs précis, dans les villages, mais dans les villes aussi, dans les quartiers, si vous n'avez pas cette dimension, ça ne marche pas. C'est jamais uniquement technique, jamais. Il faut que ça soit pris en charge parce que vous n'avez pas de maintenance, parce que les gens s'en fichent, etc. Et il faut une prise en charge de la distribution de l'eau et justement une appropriation et justement un très faible paiement pour avoir le sentiment d'être reconnu comme citoyen. Merci. On peut vous applaudir, vous remercier, mademoiselle, messieurs. Restez. Vous pouvez rester si vous le souhaitez encore. Je vous en prie, restez, puisque nous allons donner maintenant la parole au directeur général de Greenwind. C'est bien normal, Alain Lesage, non pas tant pour apporter une conclusion. Hein. Je crois que c'est Flaubert qui disait la bêtise serait de conclure. Alors, monsieur Orsena, pour rester dans la thématique de l'eau, je dirais qu'on vous sent intarissable. Et donc, je ne vais pas vous poser une troisième question. Je vais rentrer ma question, comme probablement la plupart dans la salle auront aussi des questions rentrées. Je crois me faire leur interprète unanime en vous disant que je vous ai écouté avec passion, avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et je voudrais simplement retenir quelques éléments particulièrement intéressants pour le pôle. Quelques leçons, vos 7 leçons méritent d'être retenues et certainement méditées. Je retiens particulièrement l'idée de cycle, et vous l'avez dit, c'est sur ce cycle de la matière que le pôle Greenwind est construit. Et puis surtout, je retiens de votre exposé que si les enjeux sont considérables, les problèmes très divers, très variés, très compliqués, très complexes à résoudre, malgré ça, votre message est positif et tout problème a une solution. Alors c'est bien à ça que le pôle Greenwind travaille, c'est à trouver des solutions techniques. Ce que je voudrais retenir aussi de votre intervention, pour résumer vos 7 leçons en une seule, c'est que la technologie ne suffit pas. Et ça aussi est au cœur de l'action du pôle, particulièrement dans les domaines de l'environnement. Il est bien rare qu'on puisse apporter un projet qui réussira par la seule technique qui l'amène. Souvent, que l'on parle de déchets, que l'on parle de l'eau justement, que l'on parle même de projets en chimie, si l'on veut être complètement propre, durable, il faut s'intéresser en même temps aux usages. Il faut que des filières de collecte de déchets existent, il faut que des modes de consommation changent. Et c'est bien à ces 2 enjeux majeurs que le pôle est confronté, souhaite s'atteler fondamentalement. C'est à la fois faire évoluer la technologie et en même temps réfléchir sur les usages. Et donc, par exemple, dans le domaine de l'eau, en prolongation de cette conférence, nous organisons à la mi-mai un colloque sur les villes durables, sur les écoquartiers, où là aussi, forcément, on peut trouver des matériaux plus performants, on pourra trouver des systèmes de production ou de stockage de l'énergie plus performants,
Malgré ça, il faut en même temps changer et réfléchir en tout cas à l'évolution de l'aménagement du territoire, de la manière dont on habite ensemble. Et c'est donc ces éléments que je retiens parce qu'ils sont fondateurs dans la genèse et dans le fonctionnement du pôle Greenwind. Merci donc pour votre réflexion très stimulante et merci au public très nombreux. Je dois avouer que le succès de cet événement nous a nous-mêmes surpris. C'est preuve évidemment de l'intérêt de votre conférence et du thème abordé. C'est une occasion unique pour le pôle de se rendre visible et de montrer tout l'intérêt des projets qui sont portés chez nous. Merci donc à vous d'être présents et merci aussi à nos sponsors qui ont permis que cette conférence soit possible. Je les cite dans l'ordre et pour ne pas n'en oublier aucun, Balto, Silet, Éloi Water, CMI, AIDE et Accenture HEC École de gestion.